doit faire des choix à un moment donné. On s'est dit, on va présenter au moins dans la place 10 à 4 des gens qui sont inconnus du grand public. Et ensuite, dans les 3 derniers, des personnes qui nous ont semblé être les plus importantes de l'écosystème dans le monde. Qui est la 10e personne, Daniel ? Petit Alira Awards. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces Alira Awards ? Cette semaine, nous allons pouvoir parler évidemment des personnalités tech, Web3 et IA majoritairement de l'année en fait. En 2024, on a essayé d'isoler un petit peu 10 personnalités qui nous ont semblé intéressantes. Et à partir de ces Alira Awards, je tenais juste à vous montrer un truc en plus. Hop, non, c'était ça ce que je voulais montrer, excusez-moi. Zut, c'était là. Voilà. Il y a des mentions honorables, hein, évidemment. On a fait des choix, je tiens à le préciser en avance. Hein. On a fait des choix, ces choix ils sont notamment liés à est-ce que tout le monde les connaît ou pas, et est-ce que ça vaut le coup de parler d'eux. Donc typiquement, on a décidé de ne pas parler de Trump et de Musk. Ils auraient clairement pu être premiers de notre top, hein, selon certains, pour l'impact qu'ils ont notamment sur les cryptos. Pour Musk, l'impact qu'ils ont sur le rattrapage de fusées en plein vol. Bravo à lui. Mais il n'empêche que voilà, on doit faire des choix à un moment donné. On s'est dit, on va présenter au moins dans la place 10 à 4 des gens qui sont inconnus du grand public. Et ensuite, dans les 3 derniers, des personnes qui nous ont semblé être les plus importantes de l'écosystème en France. Dans le monde, excusez-moi. Et de fait, on va pouvoir y aller. Qui est la 10e personne, Daniel ? Alors, il s'agit de Claire Balva. Est-ce qu'on m'entend bien ? Ouais, très bien. Ouais, j'ai voulu au début commencer à me focaliser un peu sur l'écosystème français. Claire Balva, parce que c'est une personne formidable. Pour le petit rappel, elle faisait partie de Blockchain Partner à sa création, qui ont énormément vulgarisé le Web3 au niveau du secteur bancaire et des grands groupes. Elle a été après par la suite la directrice de KPMG France quand effectivement Blockchain Partner a été assimilé, fusionné. Et c'est quelqu'un qui est présente dans beaucoup de conférences, qui est une vulgarisatrice en fait extrêmement connue et que j'aime beaucoup. Après sa participation au reportage de Rémi Forte, le fameux émissaire de Satoshi. Et c'est quelqu'un qui défend la diversité dans l'écosystème Web3. Deux petits faits d'armes pour Claire Balva. Le premier, c'est effectivement son podcast, Monosted, dans lequel Pascal Talarida, qui était avec nous tout à l'heure, il a participé aussi pour son expérience d'une vie sans les banques. Yorick de Montbine, Bluetooth, Eric Larchevêque. Donc globalement, voilà, c'est des personnes qui sont enfin, des grands invités, d'excellents podcasts. D'ailleurs, si Claire Balva nous écoute, mon planning est ouvert. Et à côté de ça, la plateforme Débloc, qui est pour le coup une véritable réussite, une néobanque, on va dire ça comme ça, ouverte en avril 2024. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que figurez-vous que c'est la seule entreprise actuellement en France agréée par le PSAN, agréé PSAN par l'AMF. Il y a 67 entreprises enregistrées, mais il n'y en a qu'une seule qui est agréée, qui est Claire Balva. Et je profite d'une petite parenthèse pour dire que les mots ont de l'importance, puisqu'effectivement, Alira est le seul organisme de formation en France à délivrer des certifications de gestion de projet spécialisées blockchain, et la seule organisme de France à délivrer des certifications reconnues par l'État sur la finance décentralisée. Donc Claire Balva, la seule agréée, Alira, la seule certification DeFi de France. L'excellence se remarque, mesdames et messieurs. On peut passer à la personne suivante. Tout à fait. Qui est cette personne, Daniel ? Alors, Sophie Lambert, une femme de talent, et ce n'est pas Sophie Lambert, c'est lieutenant-colonel Sophie Lambert, s'il te plaît, de la gendarmerie nationale, puisqu'elle est à la tête d'un des départements de cybersécurité française. Elle a notamment eu le rôle d'assurer la cybersécurité lors des grands événements, notamment les Jeux Olympiques. Donc, vous imaginez pas le bordel que ça devait être d'un point de vue cybersécurité, avec les affaires de Samsung au niveau de leurs portables, etc. La Corée du Nord, la Corée du Sud, c'était un véritable problème, et elle a réussi à le résoudre. Alors, pourquoi moi j'aime beaucoup lieutenant-colonel Sophie Lambert ? Pour la bonne et simple raison que pour moi, elle allie les deux mondes. Elle a une formation
de cybersécurité, donc une informaticienne robuste. Et à côté de ça, c'est une militaire, ce qui permet de gérer les situations de crise. Donc on a en fait la réactivité et le pragmatisme du militaire avec l'instruction technologique que méritent ces compétences-là. Donc c'est une véritable, je mesure mes mots, machine de guerre. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est déjà parce que c'est la collègue d'Aki Lecoq, et c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui est doué dans la vulgarisation et déculpabilise énormément les entreprises et les institutions des nombreux problèmes qu'on a de culpabilité quand on est cyber attaqué. Et je vais juste transmettre son mot. Si à un moment donné vous êtes victime d'une cyber attaque, d'un vol de données, d'un phishing, de ce que vous voulez, portez plainte, je vous en prie, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de la mauvaise presse, portez plainte, parce qu'en fait, ces gens-là font un travail remarquable, mais ils ont besoin de votre collaboration pour faire leur boulot. Voilà, j'embrasse du coup la gendarmerie et pour la cybersécurité, parce que heureusement qu'ils sont là. Et voilà. Okay. Tout à l'heure, dans les mentions honorables, j'ai juste parlé de Trump et de Musk. En fait, on a cité plein, nous, quand on a fait Stop, on avait une liste de 25 personnes, hein, évidemment. Juste dans le lot, évidemment, j'avais envie de citer quand même Michael Saylor, qui fait beaucoup pour les investisseurs Bitcoin et qui montre aussi pas mal de choses à ce niveau-là. J'avais envie de citer aussi Clarisse Agege, qui est l'une des personnes qui crée aujourd'hui notamment des infrastructures autour des wallets, avec notamment la boîte Defense, qui en est la fondatrice. Et c'est cool de pouvoir voir notamment des femmes comme les deux premières de notre top à ce genre de poste, notamment dans le monde de la blockchain. Je voulais aussi citer Clara Chapaz. En fait, Clara Chapaz, au-delà de c'est une politique qui est aujourd'hui secrétaire d'État au numérique et à l'IA. L'IA était rentrée carrément dans le nom du secrétariat général d'État. Et notamment avec une vraie volonté de mettre en place un système proche des universitaires. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un grand congrès sur l'IA l'année prochaine. On espère que ça se passera bien et surtout qu'il y aura des évolutions vis-à-vis des entreprises françaises autour de l'IA. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté là-dessus et c'est une bonne chose. Et je voulais aussi citer un petit truc. C'est toute l'équipe de la Google Quantum Search qui font beaucoup pour la démocratisation du quantique et pour aussi l'usage et la présentation des performances de la quantique aujourd'hui. Voilà, c'est un tout petit truc que je voulais en plus citer. Pour pouvoir passer ensuite à notre top 8. Notre top 8, il me semble que j'en parle vite fait. Arthur Mensch. Alors Arthur Mensch, qui c'est? C'est le fondateur de Mistral AI. Mistral AI, c'est le grand concurrent des Américains, des LLM américains. Alors Mistral AI, du coup, c'est un Français qui fait globalement du chat GPT avec beaucoup de succès. Mistral AI est peut-être parfois un peu moins performant que d'autres, parfois un peu plus. Ça va dépendre, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'ils réussissent à concurrencer de manière très concrète les chats GPT et autres Claude et Anthropic. Et ça fait plaisir de voir ça. Aujourd'hui, le monde de l'IA, comme je l'ai cité notamment avec Clara Chapaz en France, est assez porteur. À voir si, en effet, comme le dit PQ, ils ne vont pas partir à l'étranger. Ils n'ont de français que le nom. Hein. Je sais que ça parle à Mickaël, mais il n'empêche que ça reste français. Donc voilà. Petit point quand même pour Mistral AI, avant de continuer sur notre lancée de l'IA, avec une autre personne qui est, je pense, inconnue du grand public alors qu'elle est d'une importance capitale aujourd'hui, c'est Satya Nadella. Satya Nadella, c'est tout simplement le CEO de Microsoft. Mais il a l'accent du Sud quand même. C'est le CEO de Microsoft et en fait Microsoft est aujourd'hui à la pointe sur l'IA. On les voyait un petit peu en perte de vitesse, notamment sur le marché en fait des ordinateurs grand public. Et avec toute l'intégration de Copilot et avec l'intégration aussi de nouvelles puces, notamment celle de Qualcomm et de Snapdragon, il y a une vraie mise à jour en fait tout simplement de la construction des ordinateurs Windows. Il y a tout un vrai projet autour de l'IA avec notamment l'achat d'une grande partie de OpenAI. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel ils ont voulu s'engouffrer. Comme beaucoup de grosses entreprises, eux le font avec un plutôt gros succès. On attend de voir évidemment dans quelle mesure ça va être important pour l'avenir d'avoir notamment des puces qui gèrent des milliers de teraflops à la seconde pour notamment le grand public. On verra, mais en tout cas, ils ont fait aujourd'hui, Microsoft,
un vrai bond en avant et ils sont bien meilleurs que ce qu'ils n'ont été par le passé. Bravo Satya Nadella. Ensuite, je passe la parole à Virgile pour nous parler de Jensen Huang. Avec plaisir, Cyril. Alors, Jensen Huang, qui est ce curieux personnage? Eh bien, c'est tout simplement le fondateur et le patron de Nvidia. Alors, Nvidia qui a fait énormément parler de lui et encore plus cette année avec tout ce qui s'est passé du côté de l'IA. Parce que justement, on a une course à intelligence artificielle et à ce compte-là, Nvidia, comme on peut le citer dans une vidéo de Finari, eh bien, il joue le rôle de marchand d'armes. C'est-à-dire que Ouais. c'est lui qui permet de fournir la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner des modèles. Et j'invite vraiment tout le monde dans le chat à aller regarder la vidéo de Finari qui est consacrée à Jensen Huang parce qu'elle est très intéressante, d'une part, et d'autre part parce que Nvidia, c'est quand même bien plus que la course à l'IA parce que dans les cartes graphiques, ils sont partout, dans les data centers, ils sont partout, dans la conduite autonome, ils sont partout, et dans le cloud gaming. Alors, le cloud gaming, j'admets que c'est un sujet de niche, mais c'est un sujet qui est très pris au sérieux dans le gaming en général, et Nvidia se positionne déjà comme référence dans ce domaine. Donc, c'est dire à quel point, c'est dire à quel point il est Nvidia marque l'industrie et Jensen Huang a été son principal acteur. Donc, il méritait sa place dans ce top. Et ouais. enfin, une autre personnalité, alors on va basculer directement dans le domaine de la blockchain, c'est Brian Armstrong qui est le PDG de Coinbase. Alors, Coinbase a un peu réussi là où Binance avait échoué. Il faut savoir que Coinbase, en gros, Coinbase et Binance étaient deux plateformes d'échange. En fait, c'était les deux références pour pouvoir échanger des crypto-monnaies. Mais sauf que Coinbase a réussi une transition qui, selon moi, est un véritable récital, où ils ont réussi à scinder tout l'écosystème de Coinbase en plusieurs filiales bien distinctes. Et on a d'une part Coinbase en tant que dépositaire avec les ETF, les liquid staking, et évidemment le Bitcoin sur Ethereum qui est le CBBTC. Et inutile de vous dire que tous les gestionnaires d'actifs, dont BlackRock, utilisent Coinbase en tant que dépositaire. On a d'autre part les émetteurs de stablecoin avec Circle. Circle, c'est une entreprise sœur de Coinbase et ils ont une présence absolument énorme en finance décentralisée. Et surtout, en fait, ils ont réussi à faire une transition de leur plateforme d'échange à directement la DeFi. Puisque quand on y réfléchit bien, la plateforme d'échange officielle de Coinbase est quasiment plus du tout utilisée aujourd'hui. Et la grosse majorité des échanges qui sont réalisés, eh bien, c'est via le propre layer 2 d'Ethereum qui s'appelle Base. Et c'est grâce au réseau Base qu'on réalise nos échanges de crypto-monnaies avec notamment tout un écosystème avec des DEX comme Aerodrome, le lending avec AV, etc., etc. Donc voilà, c'est devenu carrément un empire à lui tout seul. Et félicitations Brian Armstrong pour avoir réussi tout ça. Désolé Benoît, je suis désolé, mais il a pas de cheveux. Du coup, oui, prochain, c'est pour moi. Qui est cette jeune femme, Johanna Bruce? Je pense que ici, personne ne la connaît dans le chat. En tout cas, c'est bien dommage. Et donc, du coup, on vous la présente. Johanna Bruce, c'est la chef de la section J3 du parquet de Paris. Bon, pas très sexy, dit comme ça. Pourtant, elle arrive quatrième. Qu'est-ce qui a pu arriver à la section J3 du parquet de Paris? Elle est, en fait, à l'endroit où tout s'est passé, juridiquement, technologiquement, cette année. C'est-à-dire qu'elle a eu à son fait d'armes deux grandes victoires, deux grands succès. La première, c'est Coco. Coco, pour certains, ça dit rien du tout. Mais Coco, c'est tout simplement un site sur lequel des gens allaient pour pouvoir discuter de manière un peu anonyme. Et c'est un site où il y avait beaucoup, notamment, de pédopornographie. Et notamment de pédocriminalité. Ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants en France, d'un point de vue juridique, et elle a réussi à faire fermer ce site. Donc c'est une victoire pour la morale,
Et c'est une victoire aussi pour la justice, puisque des personnes ont été, grâce à ça, globalement interdits d'émettre des exactions. Et deuxième gros sujet dont on a pas mal parlé, notamment dans ces chroniques, c'est l'arrestation de Pavel Durov. Pareil, c'est la magistrate qui a permis notamment l'arrêt de Pavel Durov et qui a mis au point tout le dossier pour pouvoir l'arrêter et faire en sorte que derrière, on puisse aussi le faire sortir après une négociation qui visiblement s'est très bien passée. Donc voilà, bravo à elle. Du haut de ses 38 ans, elle est à la tête d'une section du parquet de Paris et qui a permis notamment du coup 2 grandes victoires aujourd'hui sur le dossier juridique. Donc bravo à elle. Et en fait, quand on cherchait des personnalités du top 10 un petit peu méconnues qui devaient rentrer dans ce top 10, on était là, mais c'est une évidence qu'il faut parler de Johanna Bruce. Donc voilà. On arrive sur le top 3. Sur le top 3, là par contre on rentre sur un petit peu du plus consensuel. On est obligé parce que bon voilà, on n'avait pas fait un top 3 de gens complètement inconnus du grand public. Premier du top 3, je me le coltine. Bravo à eux. C'est tout le département IA de Meta. Pourquoi j'avais envie de parler du département IA de Meta? Déjà, premièrement, parce que Zuckerberg est devenu cool. C'est une ancienne photo de Zuckerberg juste ici. Zuckerberg, en réalité, aujourd'hui, ressemble à quelqu'un qui a l'air de faire du surf dans la Silicon Valley et d'être une personne chouette à qui on a envie de pouvoir parler. Et il fait du MMA aussi, exactement comme des YouCodeuses. Le Zouk, le méga Chad, exactement. Et donc, il a réussi à rendre Meta un petit peu plus agréable qu'au moment où, notamment, il était devant les tribunaux et où on pensait que c'était peut-être un lézardman. Non, aujourd'hui, il est un petit peu plus sympathique pour tout le monde et visuellement. Et il est notamment entouré d'un chercheur français qui est considéré comme le pape de l'IA, qui s'appelle Yann Lequin, qui notamment a sorti des dossiers récemment sur la pertinence des LLM à toujours plus gros pour faire de l'IA et en quoi finalement ces LLM ne réfléchissaient pas vraiment. Donc voilà, il y a des vrais takes qui sont portés et surtout il y a des vrais modèles qui sont apportés. La semaine dernière, on parlait notamment de gestion d'images avec Michael. Il me semble que c'était Meta qui a mis au point ces systèmes-là, si j'ai pas de bêtises. Ouais, alors effectivement, Yann Leca, il a un grand historique, notamment dans les années 90-2000, sur toutes les technologies en fait sous-jacentes à ce qu'on utilise aujourd'hui, hein. On pourrait, Ouais. tabler large, mais il est derrière, en tout cas, de pas mal d'avancées, notamment une qu'on connaît le plus, c'est la reconnaissance de caractères manuscrits, hein. C'est notamment grâce à lui. Il avait instauré ça d'ailleurs pour la reconnaissance des chèques de banque à l'époque, de pouvoir le transposer ça dans un système numérique. Du coup. PQ dit que Daniel, tu ressembles à Yann Lequin, apparemment. Euh, Ah Très non, bien. c'est Yann Lequin qui me ressemble. Pardon. C'est ça. Donc voilà, pour ce top 3, Meta est à la pointe sur l'IA, et en fait ils sont les acteurs principaux aujourd'hui avec ChatGPT et Microsoft sur ces questions-là d'un point de vue software. Donc on est obligé de les citer. Virgile, tu prends le suivant? Yes, avec plaisir. Et pour le top 2, eh bien, j'ai choisi de donner Vitalik Buterin. Alors, j'ai dit, en fait, toute l'équipe s'est mis d'accord pour mettre Vitalik Buterin en deuxième, puisque autant en 2023, c'était pas évident de se situer où il était dans le top 10. Mais il n'empêche que pour l'année 2024, c'est assez évident que Vitalik Buterin a fait pas mal de choses qui étaient très importantes pour Ethereum. Et en fait, je dirais, il a surtout fait deux gros power moves, si on puisse s'exprimer ainsi. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir créé le IP 7702. Alors, on va vraiment pas aller dans la technique, c'est pas le moment, mais On est déjà en retard. ouais, mais en fait, c'est pour dire que c'était une époque où on bossait sur l'account abstraction qui permettait de faciliter l'expérience utilisateur d'Ethereum. Mais sauf que les développeurs étaient un peu en galère dessus. Et puis Vitalik est arrivé, il a créé le IP 7702. Et la communauté a tellement trouvé ça génial qu'il a décidé de mettre toutes les autres IP au placard pour intégrer celle-là dans la prochaine mise à jour. Donc ça, c'était le premier truc. Et L'autocratie.
Et le deuxième truc, c'est que il a fait une série d'articles sur absolument tous les problèmes auxquels sont confrontés Ethereum. Et forcément, alors les articles sont assez techniques, mais ça permet d'avoir un aperçu global de tous les compromis auxquels sont confrontés Ethereum actuellement, quelles sont les solutions envisageables. Et ce qui est marrant, c'est que peu de temps après que toute cette série d'articles ait été publiée, eh bien, on a Justin Drake et Dan Gradface, qui sont des développeurs éminents d'Ethereum, qui ont décidé de quitter leur poste chez Eigenlayer pour revenir sur Ethereum à plein temps. Donc voilà, c'est vraiment, 2024 était vraiment une année charnière pour Ethereum et Vitalik Buterin a été le principal artisan de tout ça. Donc bravo à lui. Je vous rappelle qu'en 2023, Vitalik nous proposait des articles sur comment il gérait ses déplacements d'un point de vue sac à dos et comment il organisait ses sacs à dos. Bah, Aujourd'hui, il décide de nous faire. Non mais, no joke, hein. Moi je l'ai lu son article, en plus il est super, j'ai adoré, j'adore mon sac à dos aussi. Mais bon, voilà, il y a un petit déplacement de fonction qui s'est déroulé et aujourd'hui il revient à Ethereum et c'est plutôt cool, quoi. C'est à dire Il est quand même revenu. que la gestion des sacs à dos, ce qu'on appelle le Big Packing, est un problème algorithmique NP complet, donc c'est une affaire scientifique sérieuse. Donc je voudrais qu'on arrête. Hein, le problème du sac à dos est un vrai problème mathématique. Bon, des gens se sont Certes. cassés les dents dessus. Hein. Attention, attention. Bon, allez. Daniel, parle-moi du prochain. Ah bah en fait voilà, donc, globalement, c'est pas moi qui ai décidé qu'il est tout en haut, mais d'une certaine manière, on peut difficilement ne pas mettre en avant le cardinal d'OpenAI. Vous êtes plusieurs à beaucoup le connaître, donc je vais pas être aussi élogieux que les précédents. L'idée c'est que bah en fait il change le monde. Et on peut pas, enfin à un moment donné, on pouvait pas ne pas le mettre, et je pense qu'on peut le mettre en haut. Et pour cette année, je pense effectivement qu'il a mérité sa place. Euh, du coup, là, n'hésitez pas à prendre la relais dessus. Du coup, Ouais. Mickaël, toi, quand on parle de Sam, tu penses de quoi? Ce que j'en pense, c'est toujours des sentiments ambivalents parce que ces personnes-là, effectivement, on les connaît pas, on va dire, dans l'intimité. Mais pour moi, effectivement, c'est un pur produit de la Silicon Valley qui a pas du tout démarré dans l'IA d'ailleurs. Hein. Faut savoir qu'OpenAI a été cofondé par lui et notamment Elon Musk en 2015. Elon Musk est parti en 2018, bizarrement, juste avant la sortie de GPT premier du nom. Et Sam Altman, du coup, est resté à la tête d'OpenAI. Mais effectivement, c'est un grand investisseur qui a du flair, en tout cas. Mm. Il a investi dans plein de boîtes que tout le monde connaît. Stripe, Airbnb, à Reddit aussi, je crois. Il a investi dans Pinterest. Enfin, que des trucs qui, quand on cite les noms, on sait que c'est des énormes trucs. Et effectivement, moi j'ai du mal un petit peu à le cerner dans le sens, l'idée qu'il a derrière la tête concernant l'IA et son avenir. euh, on lui prête en fait des intentions de faire attention à l'éthique, à prôner une réglementation responsable de l'IA, à ce qu'elle apporte plus, on va dire, à l'humanité que ce qu'elle pourrait aggraver comme chose, que ce soit réparti équitablement. Donc, ouais, c'est toujours un petit peu compliqué. Sachez en tout cas que ouais, c'est pas un lapin de 2 semaines. C'est un Ah, moi, je animal pense que financier et tout. je pense Et que c'est voilà. un reptile aussi, ouais. C'est quelqu'un qui est pas comme nous. Donc, Ouais, un donc reptile. on peut pas le placer dans une seule case en tout cas. D'où mon sentiment un petit peu ambivalent. Allez, on va pouvoir clore cette série. Je suis désolé, Benoît, je vois qu'il dit quelle indignité. Il proposait notamment Satoshi en premier. Je vous avoue que c'était le choix de Daniel. Daniel voulait Sachez que Satoshi voilà, premier. voilà. Mais on m'a mis Sam à la place, donc c'est pour ça que j'ai C'est bouté le reptilien des reptiliens, Voilà, on a mis un Satoshi. reptile. Voilà, donc bon, à un moment donné, c'est comme ça. Le reptile Euh, original. je me pose, n'hésitez pas si vous avez des idées de top 10 qu'on pourrait faire, mettez dans le chat, on sait jamais, ça pourrait nous inspirer. Voilà. Ouais. Si vous avez des idées de top 10, allez-y. Tout à fait. On risque d'ailleurs de reconduire ça en janvier. Je dis ça à tout hasard. On n'en a pas assez des top 10.